Et... Je suis covidé. Oh putain de merde. Ah ça va être dur. Ouais ça va être dur. Oh là là là. Bah écoutez je profite hein. De toute façon je suis carré dans mon lit, j'ai froid, j'ai mal partout. C'est le moment idéal pour que ma souffrance physique s'allie à ma souffrance morale. Aujourd'hui comme chaque année messieurs dames, le flop film de l'année 2021. Sous Covid s'il vous plaît. Un body set parfait pour mon mindset. Alors oui je vais évidemment tousser de manière répétée et abusive. Je vais parler du nez et je n'entends rien. Allô, j'entends pas les rageux. Allô, allô voilà. Ça va être quelque chose. De toute façon je vais couper court, hein, je vais aller à l'essentiel. Je ne vais pas trop perdre de temps avec des diverses divagations sur le fait que les films que je vais vous présenter soient à chier. Chaque année, je me permets de préciser. Je ne m'affiche pas des étrons puants. Donc il y a évidemment des films que vous avez peut-être vus qui sont forcément à chier. Moi c'est les films que j'ai pas aimés dans ceux que j'ai vus. Par exemple, j'avais vu Venom 1, c'était une merde. Je n'allais pas m'affliger. Venom 2, qui apparemment est encore pire. Donc je peux y aller pour le lol, pour le plaisir de perdre 2 heures de ma vie, pour qu'il se retrouve numéro 1 de mon flop, ça n'a pas grand intérêt. Donc, je ne vais voir que des films et que j'aime, enfin que j'ai envie d'aller voir. Et même s'il y a des films, des fois, dans cette liste, je m'étais dit, bah peut-être qu'ils vont pas être top, j'avais espéré quand même qu'il y aurait des éléments qui me plairaient, voilà. En tout cas, tous les films qu'il y avait dans cette liste, j'avais un espoir pour eux, voilà. C'est ça que vous devez savoir avant de rentrer dans l'horizon de néant absolu dans lequel je vais vous amener. La qualité des films, mais c'est de pire en pire en fait. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal avant de films que je trouvais chaque année, que c'était pas ouf, mais ça allait quoi. Mais là, il y a un nombre de films à chier. J'ai eu du mal à faire un top 10 tellement il y en avait à foutre dedans quoi. Bon, perdons pas plus de temps. Mon flop 10 de l'année 2021. Avant d'aller dans le top 10, j'ai juste quelques mentions honorables qui j'étais dégoûté de pas pouvoir les mettre dans mon flop. Donc je permets de vous les ici. Tout d'abord, il y a cette série, mais à se suicider d'ennui. Mais j'ai cru que j'allais me flingax d'ennui. Je me suis jamais autant fait chier, je crois. Enfin, ça fait très longtemps devant une série. Captain Falcon et le Soldat de l'hiver. Non, oui, Captain Falcon. Ah merde. Falcon Punch. Captain Falcon. Non, si, c'est un peu le Captain Falcon. Bref, bon, c'est Falcon et le Soldat d'hiver. Toujours avec Marvel, des concepts super cool. Concept génial, mise en œuvre totalement à chier. Donc le concept là, c'est des gens qui se battent pour l'héritage de Captain America. Je vais pas spoiler, mais il n'est plus vraiment là. À savoir, est-ce que c'est Falcon qui doit reprendre le bouclier de Captain America, ou est-ce que c'est le Soldat de l'hiver, ou est-ce que c'est justement il y a un nouveau Captain America qui pour le coup est très cool. Je trouve que c'est un très bon méchant, je trouve le personnage très intéressant. Mais alors cette série, je crois qu'elle fait que 6 épisodes. Que 6 épisodes, et je suis passé au premier épisode. Ça me fait très rarement ça. Dans le même épisode, je suis passé de la séquence du début qui est absolument géniale, où c'est une espèce de course-poursuite en hélicoptère, où Falcon il passe d'un hélicoptère à un autre en se tabassant avec des gars qui font de la wingsuit et tout, mais c'est trop épique. Le personnage de Falcon est trop bien rentabilisé dans sa capacité à voler tout simplement, voilà, ça fait des séquences trop intéressantes, voilà, il y a beaucoup de suspense. Et à la fin de l'épisode, je n'en pouvais plus. C'était mais d'une merdicité, mais genre d'une platitude. Il y a des scènes chez une psychologue avec le Soldat de l'hiver, mais à se tabasser les boules tellement c'est inintéressant quoi. Je me suis emmerdé. Il te ressort des personnages du fin fond des placards seulement pour le fanservice. Comment il s'appelle là, le méchant de Civil War qui jouait par Daniel Brühl. Oh bah on sait pas trop quoi faire, alors on va demander l'avis d'un méchant, et parce que lui c'est sûr qu'il saura quoi faire. Et évidemment le méchant, et bien on doit le sortir de prison nous-mêmes pour travailler avec lui, voilà. Des écritures scénaristiques, des facilités, mais il y a un discours qui se voulait intéressant sur voilà, Captain America noir, ce que ça représente, sur les gens qui sont laissés pour compte, mais c'est vite fade. Oh là là, ressenti x10. Hein. 1 minute ressenti x10. Falcon. Donc ouais, il y a cette merde, il y a aussi, faut absolument que j'en parle, je n'en peux plus. Dès que les gens parlent de ça, mais j'ai envie de leur fracasser la tête à coups de barre de fer, enfin, je ne supporte plus qu'on prononce le mot Squid Game. Squid Game, la nouvelle série incroyable de Netflix, je crois que c'est une des séries qui a été le plus vue au monde, mais c'est mais
pitoyable. Pitoyable ce truc. Alors t'as l'impression que les gens découvrent le Battle Royale en mode oh ouais, des gens qui doivent s'entretuer, c'est incroyable. Les personnages sont chiants, caricaturaux, c'est lent, les jeux sont à chier, excusez-moi. À chier, 1, 2, 3 soleil, mais c'est de la merde. C'est ça, ça vous fait stresser. Il y a le jeu de la corde, j'avais un peu de tension, un peu de stress. Mais alors quand ils doivent faire dessiner des dessins dans des gâteaux là. Oh le stress c'est pitoyable, l'histoire est pitoyable, c'est long. Je retire ce que j'ai dit avec Falcon et le Soldat d'hiver. Je ne me suis jamais autant fait chier que devant une série. Et je n'en pouvais tellement plus. Je crois qu'à partir de l'épisode 4, tellement c'était merdique, je l'ai regardé en accéléré, en x1,5, x2, et c'était quand même trop lent, quoi. C'était trop lent, vraiment, tout est attendu, tout est cliché. Il n'y a que le premier épisode qui a un vrai travail intéressant sur l'addiction au jeu. Et je trouve que le personnage principal est très intéressant dans ce premier épisode. Mais sinon, non, des clichés, les espèces de grands méchants hommes blancs qui contrôlent le monde en costard-cravate avec des masques qui sont tous pervers et qui se repêchent du spectacle de voir des gens s'entretuer. Oui, je vous ai spoilé, voilà. Mais nul, mais des clichés, mais à vomir de nullité, quoi. Et genre, du coup, la série a marché, et les gars, ils se sentent obligés de faire une saison 2, tu sens qu'ils étaient pas prêts. Ah, mais on a plus rien à dire, c'était juste déjà de la merde ce qu'on a écrit. Bon, si ça permet de découvrir les séries coréennes, quelque part, je suis content. Je suis terrifié à l'idée de me dire et de constater que Squid Game, c'est devenu... Allez, première canne de tout pour Squid Game. C'est devenu, Squid Game, un vrai élément de notre pop culture. C'est-à-dire que les gens, ils trouvent ça cool de se déguiser en Squid Game dans des soirées. Je comprends pas. Je comprends qu'il y a un effet communauté, en mode tout le monde l'a vu, donc c'est cool d'en parler et voilà, Covid. Ah ouais, on a vu la même chose. Ça c'est un truc assez ouf, hein, l'effet communauté. Comme tout le monde en parle, et ben je trouve ça cool, voilà, pour me mêler dans la masse. C'est un truc qui va revenir, vous allez voir. Donc non, évidemment c'est une merde, c'est mal écrit, pas bien joué, c'est cliché, les rebondissements sont à chier. Il n'y avait pas de rebondissement en fait. En fait le méchant c'était son frère depuis le début. Mais on est où? On est où? Oh, il s'est pris une balle au bord de la falaise, il tombe de la falaise et il est sûrement mort. Il n'y a aucune raison pour que ces personnages restent vivants, évidemment. Mais des trucs qui n'auraient pu exister. Enfin, que tu vois dans des nanars des années 90, quoi, des années 80. Une merde. Squid Game. Si quelqu'un a aimé ça, bah putain. Bah je vous juge. Voilà, je vous juge. Et en parlant de série à chier aussi, je suis quand même le public cible. Mais faut que je vous parle de La Retourne va tourner, quoi. Bah c'est une histoire de fantasy ultra classique, ultra niaise, cliché, avec des personnages fades. Y a que Rosamund Pike et le personnage qui joue Lan, je trouve, qui ont un peu de charisme, quoi. Et Fares qui joue le méchant, j'ai trouvé ça stylé. C'est genre, oh vous habitez dans un village perdu au fin fond du monde et il y a le ténébreux qui arrive avec ses armées de l'enfer pour conquérir le monde et vous êtes les élus qui allez devoir le renverser. Oh là là. Moi j'avais lu les 2 premiers bouquins, la première saison de la série est adaptée les 2 premiers bouquins. Bah après je trouve que c'est une adaptation correcte, quoi, mais c'est la roue du temps, quoi. Moi de base j'ai pas adhéré au délire, trop cliché, trop facile, trop manichéen, sans saveur, quoi. Tout ce que j'aime pas dans la fantasy. Donc bon, apparemment il y a de quoi faire 10 saisons, donc ça peut être intéressant de voir justement ce que vont devenir ces personnages et tout ça. Peut-être que ça va devenir bien. Je n'y crois guère. Je sais même pas si je suis bien cadré. Franchement, chaque flop que je fais chaque année, il y a une merde, il y a une couille. Voilà, allons-y, quoi. De toute façon, perdu pour perdu. J'arrive même pas à parler, là, j'ai le nez complètement pris. C'est l'heure, messieurs, dames, de rentrer dans les 10 pires films que j'ai vus cette année. Mais avant, une mention honorable, il fallait quand même que je me permette de le préciser. Je suis assez deg de pas avoir réussi à le mettre dans mon flop de cette année, dans mon flop 10. Il avait largement sa place, pareil, une espèce de hype autour de ce truc. Spider-Man No Way Home. Tom Holland, c'est le meilleur Spider-Man de tous les temps. Mais Zendaya, elle est trop belle. Franchement, ce film, c'était le meilleur film de super-héros que j'ai vu toute ma vie. Ah, vraiment, mais je suis terrifié de voir, pareil, un espèce d'effet de communauté. Comme c'est le dernier qui est sorti, c'est forcément le meilleur. Eh bien, chers amis, vous l'avez entendu ici en premier. Non, ce film
est une merde. Allez, 8 sur 20, pas plus. 8 sur 20, médiocre, à chier. Alors, pareil, on en parlait, Marvel, concept génial. D'ailleurs, si je vais spoiler, si vous n'avez pas vu Spider-Man encore et que vous ne connaissez pas le concept, allez au timecode que je vais indiquer là parce que c'est le seul plaisir de ce film, c'est ce concept. Donc c'est la surprise, il y a un twist, un gros twist. Bon, évidemment, je t'ai fait spoiler avant comme un connard, je morve. Vous savez pas de quoi ça parle, Spider-Man No Way Home? Je sais plus. Comment il s'appelle? Into Home, The Multiverse, je sais pas quoi, voilà, ne regardez pas. Donc, effet très sympa, très stylé de ce nouveau Spider-Man. Spider-Man, il ouvre le multivers en mode « Ah non, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'adore parce que la scène où Doctor Strange ouvre le multivers et qu'il galère, j'ai vraiment l'impression de voir les scénaristes en train de galérer aussi en mode « Putain, mais on est vraiment en train de faire n'importe quoi. On a ouvert des failles partout, notre scénario n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour essayer de maintenir une forme de cohésion? Oh non, ça ne marche pas. On est totalement à chier, tant pis, laissez les multivers exploser. Ah !» C'est ce nouveau scénario de Spider-Man Multiverse. Donc Spider-Man ouvre le multivers, il y a plein de méchants d'anciens films qui débarquent, et avec eux débarquent les anciens Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Qu'on soit bien d'accord, tout ce qui est bien dans ce film a été emprunté à d'autres films. Certaines mauvaises langues diront que ça a été volé à d'autres films. Je vais rester tolérant avec vous, bande de Jojo qui avez bien aimé ce film, et je vais dire que ça a été emprunté. Parce que quand Tobey Maguire débarque et qu'il se met à parler, vraiment la magie elle revient quoi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont pas essayé de le formater par rapport au nouveau film. Je trouve qu'il a vraiment gardé sa manière d'être et voilà, sa manière de parler. Il revient avec l'ambiance de l'ancien film. Pareil pour Andrew Garfield, qui je trouve a un rôle bien plus intéressant que dans ses anciens films. Mais toutes les scènes intéressantes, tout ce qui concerne du coup ces nouveaux personnages qui débarquent dans le film, bah quelque part n'a pas été créé par ce film. Voilà. Donc c'est sympa d'avoir une idée un petit peu cool, mais toutes les idées que propose ce nouvel film, toutes les idées originales, sont totalement à chier. Je vais vous faire un tour d'horizon de ce qui va être bien quand même dans ce film. Il y a une scène stylée où Spider-Man est avec plein de méchants et tu penses qu'ils sont tous gentils et en fait il a son Spider-Sense qui s'active et du coup tu sais qu'il y en a un qui va les trahir à l'intérieur. C'est une sympa de tension. Il y a 2-3 petites punchlines qui m'ont quand même bien fait marrer. Quand il lui dit ah bah je comprends pas, tu viens du Queens, tu viens tout le temps des deux gens, j'étais persuadé que t'étais noir. Ouais, bah ça c'est marrant. Et puis il dit ah bah j'espère qu'il y aura un Spider-Man noir quelque part. Là, clin d'œil, clin d'œil. D'ailleurs j'aurais bien aimé qu'à un moment il y ait une scène où il passe à travers je sais pas le multiverse et il se retrouve pendant quelques secondes en dessin animé dans la chambre de Miles Morales. Bon ça aurait été un petit peu trop en demander. Mais sinon voilà, donc c'est tout ce que j'ai aimé. Et sinon tout ce qui est vraiment bien dans le film concerne cet apport des anciens films. Donc Dr Octopus effectivement est très stylé. Willem Dafoe est absolument légendaire. Genre mais juste quand Willem Dafoe est là, il a un tel charisme, une telle prestance, vous vous rendez pas compte à ce moment-là que tout ce qui est autour de lui est pitoyable. C'est vraiment un mec sorti d'un bon film que tu ramènes dans un film nul à chier. Excusez-moi mais la comparaison se fait mais sous vos yeux à cet instant-là. Le mec est totalement légendaire, son personnage est trop stylé, il l'incarne mais genre il est complètement possédé. Et à côté bah t'as Eclatax.com, voilà des films écrits avec le cul là. Ce nouveau Spider-Man, je me suis fait chier mais comme un rat mort. Le scénario est éclaté, étiré, long à plus savoir quand en foutre. C'est genre oh dialogue, exposition, blague, exposition. Enfin, que sous ça vous fasse kiffer qu'il y ait des personnages qui expliquent ce qu'ils vont faire dans la prochaine scène pendant 2 minutes et qu'après t'as une scène de montage rapide où ils montrent ce qu'ils viennent de décrire juste avant, ça vous éclate. Mais excusez-moi, mais c'est ce qui se fait de plus pitoyable en termes de cinéma et de scénario. C'est nul. Blablabla, exposition, blague, exposition. Voilà, c'est ça. Pendant 1 heure de film. Dites-moi, soyez honnête, décrivez-moi un moment dans une des batailles de ce film qui vous a marqué. Je n'en ai aucun souvenir. Le film il est sorti à la fin de l'année. Je n'en ai aucun souvenir. Évidemment, il y a des scènes quand les 3 Spider-Man se posent les uns à côté des autres, ça c'est des images qui sont assez marquantes. Mais sinon, des chorégraphies de combat quand il est dans la forêt, qui se bat avec Electro et l'homme sable, je n'en ai aucun souvenir. Parce que c'est pas bien mis en scène, parce que c'est pas intéressant, parce que c'est des batailles qui n'ont pas d'enjeu, ça aurait pu se passer dans un tout autre endroit, là pourquoi dans un champ de nuit au milieu de poteaux électriques? Pourquoi pas? Pourquoi sur la Statue de la Liberté? En plus alors, ils se battent sur la Statue de la Liberté, très bonne idée. La Statue de la Liberté elle est recouverte d'échafaudage, c'est une des batailles et un des décors les plus moches que j'ai vu de ma vie dans l'histoire du super-héros. Voilà. Ouais, je l'avais pas mis dans mon flop, j'en parle pendant 1 heure de ce truc. Je pense que c'est vraiment gâché parce qu'il y avait vraiment du potentiel. Il y a un moment où Andrew Garfield réussit à sauver Zendaya alors que dans son film il n'avait pas réussi à sauver Gwen Stacy et c'est très beau parce que du coup ça termine un arc narratif et ça poursuit l'arc narratif d'un mec dont tu disais que les films étaient terminés, sauf que la scène elle est mal filmée, il la récupère, il atterrit au sol comme si de rien n'était alors que putain mais c'était là qu'il fallait mettre de l'emphase, là on a une bonne scène, là vous avez une bonne idée, là vous avez un truc original quoi. Pareil j'aurais bien aimé que il crève Tobey Maguire mais qu'il meure vraiment comme ça ce serait terrible parce que on sait que dans son monde MJ l'attendra, elle saura pas pourquoi il a disparu, voilà. Là on crée des trucs intéressants
Et de voir Tobey Maguire mourir, ça aurait effectivement poussé Tom Holland à faire tout oublier à Zendaya à la fin, alors que là, genre, elle a une cicatrice, il est en mode non, c'est trop dangereux, elle a une cicatrice à l'œil, si elle continue à me côtoyer, c'est beaucoup trop dangereux pour elle. Bah non, c'est pas, enfin, elle a une cicatrice, elle a un petit bobo, alors que si tu fais mourir Tobey Maguire, et ben, Tom Holland, il se rend compte, effectivement, que, et ben, en mourant, il risque de faire extrêmement de peine à tous les gens autour de lui, voilà. Bon. Une idée juste comme ça, une idée intéressante, voilà. Scénario de con, là. Je vais transformer les méchants en gentils. Et comme ça, quand je vais les renvoyer dans leur monde, ils seront quand même gentils. Ouais, mais quand ils vont être renvoyés dans leur monde, ils auront beau être gentils, ils vont quand même crever. Moi, j'ai imaginé tous les méchants en train de revenir dans leur monde, en train de faire attendez, je suis gentil. Se faire buter juste après. Non mais c'est un scandale ce scénario! Vous avez de la merde dans les yeux quoi, c'est pas possible. Faut pas avoir un bac plus 13 en études de cinéma pour se rendre compte que c'est éclaté au sol quoi. C'est pas bien, voilà. Non, et puis on me dit non mais tu vois, c'est trop bien parce que ça permet à Andrew Garfield qui a vraiment mal vécu son rôle de Spider-Man d'avoir une deuxième vie, mais je m'en branle de ça! Je m'en fous, moi je veux voir un bon film, je veux pas avoir un film qui me permette aux gens de faire un mea culpa là, m'en branle! Ou alors il faut que le film s'arrête en plein milieu, qu'on ait un écran noir et qu'on nous mette Andrew Garfield a été très marqué par son rôle de Spider-Man. Il l'a très mal vécu au fil des années alors qu'il était très fan et qu'il avait toujours rêvé d'interpréter ce rôle. Ce film est là pour lui laisser une deuxième chance. Bah ok, bah faites un truc comme ça. Oh là là. Ah, ils ont ouvert le multiverse mais ils ont pas fait revenir Sam Raimi. Hein. Ah non, ah ouais, ça y est. Ah, ils ont ramené tous les Spider-Man mais il n'y a pas eu Sam Raimi qui est revenu. Ah, c'est trop bizarre. Dommage. Ah ouais, parce que le film aurait pu être bien du coup. Bref, Sam Raimi va réaliser Doctor Strange 2. Et apparemment, ils ont dit oui, on a fait 19 semaines de reshoot parce que le film, on n'y comprenait rien. Alors, vu le niveau intellectuel et la bassesse de leur scénario et vraiment la médiocrité de leur niveau intellectuel dans les films Marvel, on n'y comprenait rien. Je me demande si c'était pas un très bon film en fait, avec des enjeux, pas un truc premier degré. Voilà, je demande à voir le director's cut parce qu'à mon avis, la version on comprend tout de Doctor Strange 2, non, ça va être à chier, comme d'habitude quoi. Voilà, Marvel, un bon film sur 10. C'est un bon ratio pour certains. C'est pas mal. Pour écouter, un bon film sur 10, ça valait le coup d'en faire un 9. Non, je comprends pas. Excusez-moi, il y a Spider-Man Into the Spider-Verse à côté. Vous êtes aveugle. Mais je veux dire, il n'y a aucune comparaison à faire. Spider-Man Into the Spider-Verse, qui parle du même principe, qui a le même concept de multivers, et vous me sortez cette chiasse à côté, vous allez me dire ouais, le film, c'est le film Spider-Man le plus incroyable que j'ai vu. Mais fermez vos gueules. Il y a 2 ans, il y a un énorme film qui vous a tué, là, qui vous a éclaté, et j'ai l'impression que je dois vous ressortir, vous le foutre dans la gueule pour que vous vous rendiez compte à quel point ce film est médiocre, quoi. Mais sérieusement, dans la balance, il y en a pas un qui pèse beaucoup plus lourd que l'autre. Je pense que vous êtes habitué à voir de la merde. Vous êtes habitué à la médiocrité. Montez vos standards, putain. Tant mieux si vous avez kiffé, moi je comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez pas vous dire ouais, c'est gâché, quoi. J'ai parlé pendant 1 heure de Spider-Man, super. Ça tombe bien parce que j'avais pas trop envie d'en parler, il est pas dans mon flop non plus, mais je vais en parler très vite, de Matrix Resurrection. Comme quoi la nécromancie, ça reste un art interdit. Ramener les morts à la vie, ça marche pas tout le temps. Donc Matrix Resurrection, le concept de base m'emballait bien, de dire que en fait Neo c'est un concepteur de jeu vidéo, et que les 3 films Matrix en fait ont été une trilogie de jeux vidéo. Il y a un délire très méta, où vraiment au début tu sais vraiment pas si ce qu'il raconte est vrai ou si la matrice elle existe vraiment. Il y a des vannes qui me font bien marrer aussi, qui sont très méta, où ils disent mais c'est la Warner qui nous casse les couilles pour faire une nouvelle trilogie. Après le reste du film est mauvais quoi, pas intéressant, mal filmé, filmé comme un film d'action tout à fait banal comme on peut voir aujourd'hui. Le film il a souvent des flashbacks des anciens films, des fois il te montre des chorés qui sont filmés de manière ultra stylisée, donc le film régulièrement te montre à quel point ce qui se faisait avant était mieux en fait. Raté, terrible, ça me fait mal au cœur, j'ai même pas envie d'en parler. Matrix Résurrection, Matrix Déception, Matrix Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Donc, flop 10 2021. Nous allons commencer avec une des plus grosses arnaques de cette année en 10ème place, le film Eiffel, qui se présentait comme un film absolument palpitant sur le défi technique qu'a été la construction de la tour Eiffel. Absolument pas, la bande-annonce est un des plus gros mensonges de ces 10 dernières années, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la bande-annonce, qui dure 2 minutes, est littéralement le temps que va passer le film à te parler de la construction
autour de la Tour Eiffel. Ce film est un prétexte pitoyable pour nous présenter une histoire d'amour d'autant plus pitoyable, inintéressante entre Romain Duris et je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai rien à dire sur le film, c'est classiquement nul, chiant, pas de rebondissement, c'est moche, ça joue pas très bien. L'espèce de twist, la révélation à la fin... Ah ouais, je vous spoil, on s'en bat les couilles. Il dit à la fin la Tour Eiffel a été achevée et elle avait la forme d'un A comme Adeline qui en fait est le nom de sa compagne là. Comme si en fait on l'avait sous les yeux depuis des centaines d'années et que la Tour Eiffel avait une forme de A parce que le A c'était le nom de sa copine. Ah, les frissons de nullité, c'était long, c'était chiant, c'était une arnaque totale. Voilà. Ne vous faites pas voler votre argent. Chions sur ce film gaiement. Voilà, je passe pas plus de temps. C'était le numéro 10. Le numéro 9, c'est le film d'épouvante. C'est un film qui fait peur. Ça fait très très peur, ça s'appelle La Nuée, un film de genre français, on se dit ah, un film français un peu badant, parce que je vais survivre avant la fin de cette vidéo, ça c'est pas donné. Donc La Nuée, c'est l'histoire d'une femme qui élève des criquets, et elle leur donne des trucs à manger de plus en plus forts, parce que le criquet est le futur de l'humanité, et donc elle les nourrit de plein de trucs bizarres, et à un moment elle le nourrit avec son sang, et donc les criquets vont devenir assoiffés de sang, voilà. Et c'est un film qui se base sur des rebondissements scénaristiques, mais totalement inattendu et totalement imprévisible. C'est-à-dire que au début du film, il y a une scène qui sort de nulle part où le gamin il a une chèvre et il fait ah elle est vraiment bien ma chèvre, je suis vraiment j'aime beaucoup, elle est trop mimi, elle est trop jolie. À quoi elle sert la chèvre dans l'intrigue? Ça vous est pas expliqué. Oh ouais, oh la chèvre c'est mon amie. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de mal? Oh! La chèvre elle se fait manger, incroyable. Les criquets ils ont mangé la chèvre. On s'y attendait pas du tout, voilà. Et quand vous vous êtes dit c'est bon, je crois que j'ai compris ce rebond scénaristique pas forcément très bien amené, eh bien on vous montre que le voisin c'est quand même un homme très très curieux. Il a aucune caractéristique, je crois qu'on connaît même pas son prénom, juste il est très curieux. Et d'ailleurs il a un chien qui est très très curieux. Et bien ce chien très très curieux, il se fait manger par les criquets. Oh. Et du coup, le monsieur dont le chien s'est fait manger, il a perdu son chien. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Il va retrouver son chien. Et là, je vous le donne en mille. Il se fait manger par les criquets. C'est un scandale! C'est-à-dire que la première fois j'étais quand même déjà pas surpris et le film se présente vraiment comme un espèce de truc crescendo quoi. Donc le premier truc j'étais ouais d'accord, le deuxième ouais d'accord, le troisième ouais d'accord j'ai compris et voilà et après les criquets s'attaquent aux humains. Le final est pitoyable mais j'étais consterné par cette espèce de montée scénaristique qui me disait hey, regarde tu t'y attendais pas à ça hein? Ah tu t'y attendais pas? Ah surprise! Ah les criquets ils les ont tous mangés! Ah si. Je m'y attendais. Il y a juste une image dans ce film qui m'a marqué, je pense qui a marqué tout le monde, qui a vraiment un côté un peu choquant d'un coup. T'es en mode oh what the fuck, et ça c'était pas mal. Sinon le film est très mauvais, je trouve les enfants ils jouent pas bien, il y a plein de pistes scénaristiques qui sont pas vraiment explorées, médiocre. La Nuée. De caca. Numéro 8, c'est un film qui m'a brisé le cœur. Non pas par son sujet, parce que son sujet est absolument pitoyablement traité, mais par la chute d'un homme, Viggo Mortensen. Le grand Viggo Mortensen qui réalise son premier film, je peux vous le dire, Falling est une merde. Falling est l'histoire de la dégénérescence d'un homme. Je parle de son personnage et également de Viggo Mortensen quelque part. Parce que c'est en fait l'histoire d'un homme qui est gay et qui doit se taper son père qui est Alzheimer, je crois Alzheimer, qui est un ignoble homophobe insupportable. Donc en fait pendant 1h30 de film vous allez avoir ce vieux connard qui va ne faire que dire des saloperies. Et personne ne lui dit jamais rien. Donc c'est absolument long, chiant, insupportable. Viggo Mortensen il est tout le temps en train de faire... Ouais. Et à la fin, à la toute fin, quand t'as subi 1h30 de cabotinage où un mec ne fait que de hurler, dire des saloperies sur les homosexuels, où je pense que ça se veut peut-être un peu drôle en mode... ça se trouve ça se voulait drôle, après ça se voulait chiant, volontairement chiant, en mode bon ça commence à devenir insupportable, papy là, arrête de dire des méchancetés sur les homos. Et à la fin, quand Viggo Mortensen prend enfin son courage à deux mains pour lui dire ses 4 vérités, et ben il joue ultra mal. Très mal. Ça fait de la peine. De voir Viggo Mortensen mal jouer, ça fait mal. Et la scène n'est pas du tout intense. Ça ne change absolument rien au scénario. Ça n'évolue pas. C'était terrible. Le film est long, chiant, vide. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? J'ai vraiment l'impression que lui, pareil, le gars a une idée de base et le film sait jamais où il va. Ne sait jamais où il va.
Et toi t'es en mode, mais on fait quoi avec ça là? Ça fait 4 fois que j'ai vu la même scène là, sous des manières différentes. Ah, faut peut-être évoluer là. Ça commence à devenir un peu relou quoi. De quoi je parlais? J'ai oublié. Comme le personnage du film. Numéro 7, ça va vite hein. Oh, ça va vite, ça dégage à la grenade. Mais je suis au bout de la vie là, donc j'ai raconté ma vie avec Spider-Man là, c'est la moitié de la vidéo. Parlons de Paul Verhoeven, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, et de Benedetta. Jésus, je te vois, Jésus, tu es dans mon cœur, Jésus. Ça joue vraiment comme ça pendant le film. Jésus, donne-moi ta force, Jésus. Bon, Benedetta, c'est à l'époque de la peste, un couvent dans lequel il y a une jeune femme qui est jouée par une jeune sœur qui est jouée par Virginie Efira. Très bonne actrice, soit dit en passant, qui se dit possédée par Jésus, ou qui dit entendre la voix de Jésus. Et donc sa théorie est remise en cause, évidemment. Le fait qu'elle devienne un peu quelqu'un d'important, c'est une femme qui va avoir une relation homosexuelle avec une autre femme. Concept hyper intéressant sur le papier de une critique acerbe de la religion, un portrait au vitriol avec une femme rebelle au sein d'une institution très fermée, dans une époque très sombre. Très bizarre ce film. Je sais pas s'il a essayé de créer une ambiance particulière, en tout cas il a totalement foiré. Il y a des rêves, quand le personnage fait des rêves dans ce film, mais totalement hallucinant, de cringe en fait, c'est malaisant, tellement c'est space, c'est weird, et le film est racoleur, et le film est violent, mais vraiment de manière purement racoleuse, comme en mode hey, c'est une violente, regardez, elle se fait torturer avec un objet horrible. Les dialogues sont bizarres. Le film a emmerdé en fait, je sais pas quoi dire, ça fait 30 secondes que je regarde dans le vide. Mais non mais c'est vrai, je sais vraiment pas quoi dire sur ce film. Andrew Garfield a été très marqué par son rôle de Spider-Man. Il l'a très mal vécu au fil des années alors qu'il était très fan et qu'il avait toujours rêvé d'interpréter ce rôle. Ce film est là pour lui laisser une deuxième chance. Je suis sûr que quand je suis sorti de la salle j'avais plein de trucs à dire. Bah là non, je m'en souviens que comme d'un film très mauvais, pas bien joué, avec des ressorts scénaristiques assez inintéressants, pas bien mis en scène. Gâchis. Un échec au sein de la carrière de Paul Verhoeven. J'ai de nouveau froid là. J'ai froid, je tousse. J'en ai marre. Oh oui, on s'en bat les couilles pendant ce flop, hein, vraiment. Plus de respect pour rien et pour personne. En parlant de nos respects, oui, je suis passé au suivant, j'avais plus rien à dire. Voilà. Jésus, que fais-tu? J'ai été une mauvaise fille, Jésus. Parlons du numéro 6. Jésus, je me repens. Le numéro 6, c'est Shang-Chi, la légende des anneaux du futur du passé. Bah le Marvel le plus nul que j'ai vu cette année. Le fait que le film rajoute du kung-fu et des arts martiaux dans l'univers Marvel, je trouve ça très cool. Et la scène du bus est très intéressante, et à un moment il y a une scène où il se bat dans une arène aussi qui est très intéressante, mais c'est filmé avec le cul à la Marvel en mode ouais on filme super près, ouais ah ouais, comme ça il y aura du flou et comme ça les gens faut pas que vous ayez le temps de vous emmerder hein. Il se passe des trucs à l'écran voilà, ouais. Non. Mais pourquoi montrer nos Corées quand on peut faire des trucs comme ça? Ouais, vous avez pas besoin de cligner des yeux. Oui, ah là là, Marvel, des trucs qui se passent à l'écran. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui affichent vraiment des chiffons devant mon écran, quoi. C'est assez insupportable. Donc c'est filmé de très près, c'est très flou, c'est très moche. Du coup, les chorégraphies passent complètement à la trappe. Dans le bus, il y a une scène trop stylée où il remonte le bus en sautant entre les barres de fer du métro. C'est filmé de très loin, c'est très joli, voilà. C'est une idée de mise en scène intéressante. Il y a des scènes cool, hein, quand ils se battent sur les échafaudages en bambou. Et pareil, c'est filmé de manière assez laide. Et ça, c'est la dernière bonne scène. Parce que après, le film part dans un délire. Alors déjà, toute la moitié du film, c'est le méchant qui explique pourquoi il est devenu méchant. C'est très cringe. Il a une scène où il tombe amoureux d'une femme en se battant avec elle. C'est weird as fuck. C'est cringe malaise. C'est le méchant qui fait oui, exposition, blague, exposition. Je comprends pas, en fait, que vous n'attendiez pas mieux d'un film d'action, en fait. Surtout d'un film de super-héros Marvel. Ça doit être de la péta, ça doit être un truc dynamique, ça doit être intense, ça doit être... Et là, c'est des gens autour d'une table qui font exposition. Mais enfin, moi, chaque fois, mais ça m'écrase de nullité, quoi. Je comprends pas comment les gens peuvent dire c'était un super film de super-héros. Ben non, mec, il y a eu 40 minutes de blabla inutile, long, étiré, quoi. Ce qui se fait de pire en matière de scénario, quoi, et d'écriture. Et à la fin, ils arrivent dans un espèce de monde, mais Pokémon. Oh, il y a tout un délire avec une forêt de bambou qui bouge. Là, déjà, c'est nul, c'est chiant, c'est inintéressant. Et après, ils arrivent dans ce monde-là, mais c'est Pokémon, quoi. Non.
En plus c'est moche, c'est mal fait. Toutes les espèces d'animaux sont laids. Ils ont des combinaisons là, mais c'est une parodie en fait. J'ai l'impression d'un vieux film de guerre chinois. Puis quand le dragon arrive, t'es en mode oh my god, qu'est-ce que je regarde quoi? Qu'est-ce que je regarde? Et la sidekick rigole qui servait à rien, qui tire une flèche dans l'œil du gros monstre à la fin là. Non mais putain, on est où? Ça vous fait rêver ça? Ça vous êtes dit ah ouais, quel kiff quoi, la bagarre quoi dans Shang-Chi. Oh là 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 là, la ligue Pokémon à la fin là. Pff, ouais non. C'est vraiment de la bouillie de fond vert et d'effets spéciaux mais dégueulasse. J'ai la flemme d'argumenter parce qu'en même temps j'ai toujours, chaque année j'ai les mêmes trucs quoi. Chaque année c'est les mêmes merdes, chaque année c'est toujours pareil, voilà. Allez, on va essayer de se marrer un petit peu. Numéro 5. Pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça c'est un fou rire tellement c'est nimp quoi. Kong versus Godzilla versus Kong. Alors moi j'avais beaucoup aimé le premier Kong parce que je trouvais qu'il assumait totalement son côté second degré complètement délirant. Les films Godzilla étaient très chiants, très mauvais. Quelque part c'est une blague que ce film ait réussi à voir le jour. Donc c'est Kong versus Godzilla versus Mecha Godzilla. Tout le monde se tabasse. Déjà il n'y a pas une seule seconde j'y crois parce que à un moment les deux ils font chacun 3000 tonnes. Ils arrivent à se battre sur un porte-avions sans le faire couler. Enfin le film part dans des délires pas du tout réalistes qui rendent moi me sortent totalement du truc. Quand ils se battent au milieu des gratte-ciel les deux. Quand Kong par exemple fracasse Godzilla contre un gratte-ciel, le gratte-ciel t'as l'impression que c'est une brique, le truc il est secoué mais il bouge pas, alors que Godzilla il fait 2 fois sa taille, le truc devrait être réduit en bouillie. Donc ouais, déjà au niveau de la représentation réaliste des choses, moi ça m'a sorti du truc. Bon, sans parler du fait que les dialogues soient écrits avec le cul là, mais c'est une nullité. Le scénario c'est un des trucs les plus ridicules que j'ai vu mais depuis longtemps, vraiment. Celui-là il en tient une bonne couche quoi. Genre il y a une gamine qui a été laissée dans l'espèce de cage virtuelle de Kong et qui est la seule à pouvoir communiquer avec lui. À quel moment il l'avait pas écrit là, t'es contre un mur, il lui a pas marché juste en faire exprès. Non mais tout est over the top et bête et con, mais vous vous dites à chaque fois que vous avez atteint un degré de connerie assez intergalactique jusqu'à ce que vous atteigniez le boss final de la connerie de ce film qui est la théorie de la Terre creuse. C'est-à-dire qu'ils se sont dit ouais, tous ces monstres là géants en fait ils viennent de la Terre creuse, c'est-à-dire que dans notre Terre il y a une autre Terre creuse, parce qu'il y a un truc dans lequel ces monstres là vivent. Alors déjà ils y vont dans cette Terre creuse grâce à des espèces de vaisseaux spatiales friteuses là, grippins du futur moche mais avec un concept de merde en mode je sais plus quoi, si on y va très très vite ça passe. Ah c'est vraiment, t'es en mode mais qu'est-ce que je regarde. Et quand ils arrivent dans la Terre creuse, il y a une espèce de délire, c'est un monde avec un haut et un bas qui sont assez proches, mais c'est un monde dans lequel il y a de la lumière, alors que c'est une grotte géante, ça n'a aucun sens. Et à aucun moment tu vois le soleil, tu vois juste sur chaque plan l'éclairage qui vient de quelque part, comme s'il y avait un soleil à l'intérieur de ça, alors que ça n'a aucun putain de sens quoi. Vraiment je suis d'une connerie mais monumentale. Et il y a un moment où Godzilla il fait un trou dans le sol, il fait son souffle de feu et il arrive jusqu'à la creuse, le sol, des milliers de kilomètres en dessous jusqu'à atteindre la Terre creuse, et il y a Kong qui regarde par le trou qui fait et il y a Godzilla en haut qui fait et t'as vraiment l'impression que les deux se voient et se parlent quoi, comme s'il y avait un putain de trou de milliers de kilomètres. Mais ce film, mais non mais c'est fou à quel point il va loin dans la connerie quoi. Les méchants sont pitoyables. Ah je suis vraiment la meuf sombre et méchante. Non en fait je suis gentille. Non en fait je suis méchante. Ah, puis elle se fait buter de manière pitoyable. Ouais c'est mort quoi. Le scénario il a dit allez vas-y on la tue maintenant. Les bastons sont pas intéressantes. Le scénario est pitoyablement ridicule. Enfin en fait j'avais pas envie de rire parce que moi je tiens à Kong et Godzilla. C'est des personnages que j'aime beaucoup et du coup ouais ça m'a juste foutu les nerfs. Pourquoi c'est forcément pris dans un côté totalement délirant, bête, stupide, crétin. Le film en plus te balance des espèces d'idées mais trop malsaines parce qu'il y a des personnages qui est un mec mais ultra complotiste. Il est genre méga complotiste de ouf, il est en mode ouais on nous ment, on nous cache des trucs et tout, il se prépare un truc. Ce personnage est l'incarnation de tous les clichés que tu peux imaginer des complotistes dans le monde entier, tous ceux qui sont les plus barges. Sauf que ce personnage a raison et que tout ce qu'il disait, comme quoi le gouvernement nous cache un truc et tout ça, et ben il se trouve que c'est vrai. Donc grosso modo on donne la part belle à un personnage qui est ultra complotiste et complètement con et dégénéré. Chaque fois qu'ils ont une idée c'est écrit mais en 2 secondes ils ont fait ça va les couilles. Quelqu'un a lu le scénario par contre parce que la baston non mais le scénario ta gueule la baston. Voilà, je vais peut-être mourir. La dernière chose dont j'aurais parlé c'était cette merde. Bon évidemment c'est à chier. Pourquoi s'infliger ça je ne sais pas. Voilà. Numéro 4, je suis possédé par Jésus de Nazareth. Numéro 4, celui-là a failli se retrouver en première position tellement c'était à chier. Army of the Dead. Une
éternité dure ce film. Une éternité de vide. Le pitch pour le coup est plutôt cool. Je crois que Las Vegas a été contaminé par les zombies. Et il y a un groupe d'une espèce de commando qui se prépare pour aller récupérer beaucoup d'argent dans un casino au sein de ce Las Vegas. Alors tous les personnages, je trouve, avaient une personnalité plutôt cool. Le film est une énorme chiasse, mal écrit, longue, inintéressante. Aucun personnage n'est travaillé, aucun personnage n'est intéressant, alors que le film dure, mais je crois, 2h30 quoi. Les scènes de baston sont nulles. Et surtout le problème c'est que les zombies, une espèce de délire autour des zombies comme quoi ils deviennent un peu intelligents. Ils sont ridicules parce qu'ils sont un peu humanisés, genre c'est des zombies qui ont des enfants et il y a un zombie, il sait que le chef des zombies, il sait que si on lui tire dans la tête il va mourir donc il a un casque, c'est trop ridicule. C'est des zombies qui sont sur des chevaux et un tigre zombie et... Ah, la scène où les zombies ont un bébé, juste ça, je l'ai dit. Et au moment où je l'ai dit, je me suis souvenu à quel point j'étais comme ça devant le film, mais c'est pas possible. Il y a 2 zombies, ils ont un bébé. Mamma mia. Comment sommes-nous tombés si bas? Alors il y a un truc intéressant dans le film que j'ai bien aimé et que j'avais pas capté, c'est qu'en fait il y a un des acteurs qui était mêlé à un scandale d'agression sexuelle, qu'ils avaient déjà tout filmé avec lui. Et donc ils l'ont dégagé et ils l'ont remplacé numériquement par un autre acteur. Une autre actrice, je trouve, qui est le personnage pour le coup le plus intéressant en plus. Donc heureusement qu'ils l'ont changé parce que sinon vraiment le film aurait été assez encore plus pitoyable. Là il y a un délire intéressant là-dessus. Mais tu sens bien que le personnage est toujours un petit peu en dehors de toutes les intrigues. Dans certaines scènes il est imbriqué numériquement, mais sinon il est toujours un petit peu éloigné de tout, voilà, mais ça j'ai trouvé ça intéressant pour le coup, je l'ai appris après coup, mais le film est long, il étire tout, en plus c'est moche, c'est filmé, t'as une zone de net mais très faible et tout est flou devant, tout est flou derrière, vraiment le choix est inutile, en plus ça ne veut rien dire, ça donne juste une espèce de patte au film mais qui est dégueulasse quoi, long, chiant, moche, dégueulasse. Mais pour vous dire à quel point le film est long, à un moment il y a un personnage qui se fait attaquer par le fameux tigre zombie, et genre le tigre il le mord, il le jette contre un mur, il fait ah et il va s'écraser. Et le tigre il se rejette sur lui, il l'attrape et il le relance et le mec va s'écraser plus loin. Et le tigre il se relève sur lui, il l'attrape et il va se rejeter plus loin. Et là le tigre il court, il avance, mais ça vous casse peut-être les couilles là, je l'ai dit que 4 fois, mais cette scène, je vous jure, dure bien 2-3 minutes. C'est 2-3 minutes d'agonie interminable, mais d'un ennui intergalactique. Et le film c'est que ça, il étire tout, mais dans la longueur, c'est chiant à en crever. Voilà, Army of the Dead. Tous les gens qui ont regardé ce film sont morts. Ah, c'est une armée mort. Ah, lol. Alors je speed, sinon je vais crever à la fin. Numéro 3, le podium de la merditude de cette année, messieurs dames. Le podium du caca. Prends-moi, Seigneur, prends-moi. Oh là là, Suicide Squad. Le premier, c'était vraiment nul, hein. Vraiment, c'était complètement raté. Mais là, le nouveau film va vraiment tout remettre à zéro. Ça n'aura rien à voir. Ce sera vraiment totalement exceptionnel et dans le délire de Suicide Squad d'origine. C'est la même merde, mais en pire. C'est pire. C'est nul. C'est un étron puant infect, horrible. À quel moment il y a une seconde, un micro bout de début de fun dans cette chose atroce qu'ils ont osé appeler Suicide Squad. Oh waouh, vous êtes une belle brochette de faux cul, hein. Franchement, ceux qui ont aimé ça, il y a vraiment l'espèce de vieux délire de dire non mais c'est James Gunn qui a réalisé, celui qui a réalisé les Gardiens de la Galaxie, donc c'est forcément un film formidable quoi. C'est la même merde, c'est le même humour pitoyable, c'est les mêmes personnages, mal écrits, inintéressants. Le film à aucun moment n'est drôle, à aucun moment je n'ai ri, c'est cringe sur cringe, c'est vraiment des blagues, ça se veut rock'n'roll et subversif, mais c'est des blagues mais de bras qui pètent quoi. Ah c'est drôle, il vomit des Smarties de partout et en fait c'est un pouvoir super fort. Chaque blague dans ce film dure au moins 30 secondes ou 1 minute de plus que ce qu'elle ne devrait durer. La mise en scène des blagues de ce film mais est catastrophique. J'ai vraiment l'impression d'être face à un truc où le mec n'a absolument pas compris à quel moment sa blague devait se terminer. Tout est trop long. Pour vous donner un exemple, des exemples comme ça j'en ai des dizaines. Je crois que le pire c'est vraiment le moment où le dictateur il tombe amoureux de Harley Quinn et il commence à vivre le parfait amour les deux et t'as une séquence mais interminable de 5 minutes où ils disent oui on se marie, ah on danse ensemble, ah oui c'est vraiment beau le parfait amour, mais tout le monde connaît Harley Quinn, tout le monde sait qu'elle est complètement barge et qu'elle va le tuer à la première seconde. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un humour, ce n'est
pas un rebondissement. Le film te fait ouais regardez, haha, ils vivent dans un monde merveilleux avec des petits oiseaux, tout ça, oh là là, c'est vraiment long, c'est vraiment chiant, oh là là, mais qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Boum, oh elle l'a tué, oh mais soyez choqués en tant que spectateur, mais vraiment vous tombez des nues, c'est incroyable. Mais non, c'est pas incroyable, c'est vraiment des chutes de blagues, mais nulles, médiocres, genre que tu vois venir arriver, mais à des kilomètres. Tout est trop long, tout est trop chiant. Il y a un personnage qui meurt au début, là, Weasel, un espèce de personnage de fouine de merde, et en fait à la fin, t'as une séquence en mode en fait il est vivant, voilà, mais tu te dis ok, tu le vois réapparaître, tu cut, c'est bon, c'est fini, c'était ça la blague, c'était drôle, tu marques le oh surprise, et ben non, là qu'est-ce qui se passe, il se relève, il fait il est perdu, il se relève. Et pendant 1 minute, tu le vois partir blablabla tout seul au fond de l'écran. Mais la blague est terminée. Du coup, ça dure, tu te dis, bah il va y avoir autre chose, Et bah non. Juste la blague est étirée, c'est tout le temps comme ça, t'es vraiment face à quelqu'un qui ne sait pas raconter des blagues. Je le trouve encore plus merdique que le premier quoi. Expliquez-moi la différence qu'il y a entre le premier et celui-là. Explique-moi la différence. Les personnages, c'est même vrai faux méchants. Eux on est méchants mais en fait on est quand même un peu gentils, hein, voilà. On est quand même là pour sauver le monde. Hein. On est le Suicide Squad, les pires des raclures du fin fond de l'univers. Mais en fait on est quand même un peu marrant. Non, à part être cringe, vous êtes juste des gentils mercenaires. Vous n'êtes absolument pas méchants, vous êtes cringe, voilà. Alors ça c'est clair que ça fait de vous quand même les antagonistes de cette année les plus dangereux que j'ai vu au cinéma, parce que vous êtes juste cringe, et vous avez une capacité à rendre malaisant tout ce que vous touchez assez exceptionnelle, notamment Harley Quinn, mais tous les personnages, toutes les blagues, dès qu'un mec va mourir, tu le sais immédiatement, je suis un vrai super-héros, je suis un gentil, il se fait écraser par le méchant, oh, je m'y attendais pas du tout, incroyable. Ouais, c'est marrant. Il y a juste le personnage joué par le catcheur, là, John Cena, le pacificateur, là, je sais plus comment il s'appelle, je trouve, c'est le seul qui est intéressant, qui est un peu weird et bizarre et marrant pour le coup. Mais l'histoire est inintéressante, cette espèce de parodie de Cuba avec ce gros monstre à la fin. Pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là, à quoi il sert, il est moche. Il y a des scènes de baston avec Harley Quinn qui sont tellement inintéressantes. En post-prod, ils ont rajouté plein de dessins animés autour pour rendre la scène un petit peu farfelue, parce que je sens bien que c'était pas prévu au départ. Quoi. Il se dit ouais vas-y le personnage il est un peu délirant, on va rajouter ça. Ça sert à quoi? Ah il y a des fleurs, il y a des oiseaux pendant lesquels se bat. Un vide créatif et intellectuel ce film, et voilà. Moi ce qui me tord les tripes c'est de voir les gens se dire ouais ça c'est vraiment un super film excellent, alors que celui d'avant était vraiment à chier, c'est le même buddy movie pitoyable, pour montrer à quel point ce film rate toutes ses mises en scène. Il y a un moment il y a le personnage de Ratcatcher, le personnage qui contrôle les rats, qui est en fait une petite nana très mignonne, très sympa. À un moment elle est dans un bus et elle dit ah oui ma vie a été très compliquée. Elle cote sa vie contre la fenêtre et dans le reflet de la fenêtre tu vois un flashback qui apparaît avec son père. Bah je rigole, je me dis ah excellent, énorme la blague, c'est tellement pitoyable, cliché et nul. Ah oui le souvenir qui se projette dans la fenêtre. Et non en fait c'était vraiment ça. En fait le film est très sérieux et le film part dans un flashback cucu-gnangnan avec absolument aucun second degré, et je te dis mais c'est pas possible, pour moi c'est ça la vanne. Ça peut pas être un film si nanardesque qui est pitoyablement cliché et con et gnangnan et gneugneux. C'est le Suicide Squad putain, c'est censé être des méchants qui défouraillent des gueules. Et non, flashback, oh ma vie était très dure avec mon père. Pardonne-moi, Seigneur Jésus de Nazareth. Je suis où? Qu'est-ce que je regarde? Au secours! Ah, c'est quoi? Andrew Garfield a été très marqué par son rôle de Spider-Man. Ce film est là pour lui laisser une deuxième chance. La première scène, là où ils se font tous tuer, interminable et pas drôle, genre hey, regardez, c'est marrant, tous ces personnages que vous ne connaissez pas se font tuer. Et lui aussi il meurt. Et lui aussi. Et ça dure 10 minutes, interminable. Et moi j'étais en mode oh putain. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui me disait hey regarde c'est marrant, c'est le moment de se marrer, ah on se marre, hein, hey, c'est rigolo. Et je riais absolument pas. À aucun moment. Ce film a été un supplice total du début à la fin. J'espère que il va être détruit comme par magie et que plus personne ne pourra le voir. Passons au numéro 2. La bande-annonce m'avait trop donné envie. Mortal Kombat. Bon, c'est le Covid. Mortal Kombat, ouais. Pour vous marrer.
parce que vraiment faut le voir pour se marrer. Il faut vous dire que c'est un des plus grands nanars de ces 10 dernières années. Parce que déjà le film est une arnaque totale au niveau de son scénario, parce que le Mortal Kombat, le fameux combat, enfin le fameux tournoi de baston, vous ne le verrez jamais. En fait le méchant envoie ses sbires tuer les héros avant qu'ils ne rentrent dans le Mortal Kombat. Donc t'as 2-3 bastons toutes pétées, assez inintéressantes, et surtout les personnages sont d'un cliché, d'une vulgarité. Le vrai tournoi qui a lieu dans ce film, c'est de savoir qui joue le plus mal. Alors effectivement les personnages sont tous ultra baraqués, ultra stuck, et sont sûrement très forts en arts martiaux, mais alors ils jouent mais avec les pieds, mais c'est à hurler de rire quoi. Tellement ça joue mal dans ce film, tellement c'est kitsch. Et quand les bastons arrivent, il y a un moment, vraiment pas, il y a un personnage ailé qui arrive, il est en mode ah je suis le personnage méchant qui vole, il fonce vers un personnage qui lance son chapeau, qui le coupe en deux, et c'est terminé voilà. Et à la fin ils sont tous téléportés et séparés dans des petites arènes, toutes les arènes connues de Mortal Kombat, ils se tapent dessus et ça dure 3 secondes et c'est terminé. Sinon le film n'est que des dialogues ultra longs, chiants, pitoyablement vulgaires et provoques. Il y a que la scène d'intro, la scène d'intro est vraiment exceptionnelle pour le coup. La scène d'intro, c'est un court-métrage en soi, ça se passe à l'époque féodale du Japon. C'est Scorpion, dont la famille se fait massacrer, qui tue tous les ninjas qui ont massacré sa famille. Franchement la scène elle est trop bien chorégraphiée, elle est ultra violente, ultra intense, il y a de l'enjeu, j'étais en mode putain le film va être trop bien. C'est une merde, toutes les punchlines qu'on attendait, finish him, passent juste trop mal, c'est trop ridicule. Ah c'est gênant, ce film il est cringe, et en fait c'était un niveau de nullité de film que j'avais pas vu depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il a mérité sa place en numéro 2. Mais il y a un film qui m'a encore plus mis les boules, qui m'a encore plus vénère cette année. Ce film, c'est l'attaque des titans. L'attaque des titans. Voilà, l'attaque des titans. Titane de Julia Ducournau. Palme d'or à Cannes. Oh. Je suis outré par ce film. Vraiment outré. Non pas, attention, non pas parce que le film se veut ultra provoque et ultra outrageant, c'est provoque, il y a de la violence, ça vous chamboule, ça vous tord les entrailles, la violence, oui. Non, je suis outré parce que j'ai l'impression d'être face à quelqu'un, une espèce de pseudo rebelle rock en école de cinéma qui est en mode ouais, moi j'adore Tarantino et ce que j'aime bien c'est la violence pour provoquer des émotions fortes chez les gens quoi. Mon film il est trop rebelle quoi, mon film c'est vraiment une instance de provocation et qui surfe sur le body horror quoi. Mais j'ai malaisé devant ce film, et pas pour les bonnes raisons, pas en mode c'est violent, c'est malaisant. Il y a plein de films qui m'ont déjà fait cet effet là de manière tout à fait réussie, mais là le film ne propose rien de plus que de la violence ultra racoleuse, ultra provoque, et le film tombe dans tous les gros clichés du genre pseudo arty. Il a eu la Palme d'Or parce que il y avait Mylène Farmer dans le jury, c'est tout. C'est le film de Mylène Farmer. Pour le coup ça lui colle vraiment à la peau, ça lui va très bien cette femme, voilà, c'est le film de Mylène Farmer. Mais sinon son intérêt artistique, scénaristique, culturel et tout ça est proche du néant absolu. Donc oui, vous avez juste enchaîné les scènes violentes. Le film avait une espèce de pseudo publicité en mode des gens se sont évanouis dans la salle au festival de Cannes, nombreux ont dû quitter la salle en vomissant sur leurs enfants qui tenaient dans leurs bras, mais enfin voilà, c'était ce genre de pub en plus ultra provoque. Donc le film est très provoque. Moi j'avais trouvé Grave très moyen, mais les gens disaient non mais c'est pas mal, donc je me suis dit bon écoute, on va lui donner une deuxième chance. Grave est un chef d'œuvre par rapport à ce film, d'une vacuité totale. Et donc vous allez enchaîner des cassages de nez sur le lavabo, avec une jeune femme qui se fait avorter elle-même, avec une... C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais en fait la scène est tellement provoque que ça en devient marrant aussi. Enfin tu la vois pas se faire avorter, mais tu as son design, voilà, elle se fait avorter avec une tige à cheveux là, et en fait son bébé c'est un espèce bref, de voiture, il y a du pétrole qui coule de son vagin. Rien qu'en le disant... En plus, scénaristiquement, il part dans plein de directions qui ont déjà été vues et revues, bien mieux. Pour vous montrer à quel point, je vous jure que je vous mens pas et que c'est vraiment un délire d'école de cinéma assez misérable. Il y a la scène de danse au ralenti sur fond électro avec des néons roses. Osez me dire que vous n'avez pas déjà vu cette scène au moins 1000 fois dans tous les signes pseudo-arty, de hauteur, de cinéma. Ouais, elle filme son pétard comme ça. Ouais, un gros pétard sur de la musique techno avec des néons roses. Ouais, je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est absolument incroyable ce qui se fait dans le cinéma français et belge de ces dernières années. Juste pour cet essai pitoyable d'avoir essayé de me remuer les tripes sans rien me proposer en retour, parce que je ne suis pas contre la violence au cinéma, mais je suis contre la violence gratuite, racoleuse, qui est juste là pour te pousser dans des retranchements que je n'avais pas ressentis avant. Bah non, je trouve ça juste provoque, indécent, voilà, et puis je trouve que le film est même pas beau.
beau quoi, dans sa manière de filmer, dans son travail du son. Le film se veut laid, mais en fait il est laid d'une autre manière. Il est laid par les moyens qu'il entreprend pour arriver à ses fins, il est laid par, par tout son travail, ça provoque. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être face à un enfant rebelle. Un enfant rebelle qui a mérité la première place de ce flop de l'année 2021. J'ai réussi les amis, j'ai survécu jusqu'à la fin de ce flop. Il y a moi que j'articule pas, que ce soit très compliqué à regarder. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous êtes un petit peu marrés. On se retrouve évidemment l'année prochaine pour un top et un flop tout à fait passionnant sur ce que j'aurais vu cette année. D'ici là, j'espère que vous allez bien. Ne soyez pas covidés, ou si vous l'êtes, tenez bon, ça va le faire. Vous avez survécu jusqu'ici et déjà ça, je suis fier de vous. Bisous. Andrew Garfield a été très marqué par ce rôle de Spider-Man.